nationale d'APTN. Le refuge Michouap, le plus récent centre d'hébergement d'urgence de Montréal pour les personnes en situation d'itinérance. Enquête au Nunavik après une vidéo troublante d'une arrestation dans la communauté de Salouit. Koué, bonjour. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillet-Chizo. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Depuis janvier dernier, Montréal a un refuge de nuit dans le quartier du Square Cabot. Il vise à répondre aux besoins essentiels des personnes en situation d'itinérance du quartier. Une semaine après le lancement du refuge en tant qu'OBNL, j'ai pu rencontrer la directrice Alexandra Ambroise qui m'a fait visiter les lieux. La personne a choisi son lit, tu places le matelas. Alexandra Ambroise a un horaire chargé. Elle gère les opérations du nouveau refuge Michouap près du Square Cabot à Montréal. Un service d'hébergement d'urgence ouvert de 20h à 7h tout en offrant un repas chaud. Moi, j'ai hâte, j'ai tout le temps hâte là, quand on ouvre nos portes parce que de voir les visages finalement qui vont, puis, tu sais, de sourire, qui sont contents de nous voir, ça, je pense que ça n'a pas de prix. Fait que peut-être faire lui. Tout cela a commencé lorsqu'elle est arrivée à Montréal pour étudier en droit. Suite à la mort tragique de Raphaël Napa-André, un homme Innu en situation d'itinérance mort de froid en prenant refuge dans une toilette chimique, la nation Innu l'a approché pour gérer une tente commémorative chauffée à Square Cabot. C'était un défi. Je me suis dit, bon, c'est un projet de 2 semaines, mais finalement que ça l'a ouvert durant 15 mois. Après ça, ensuite, une fois qu'ils ont vidé toutes leurs poches, Ambroise a appris de son expérience à la tante Raphaël André comment fournir aux gens les services dont ils ont le plus besoin, notamment en s'occupant des sacs des personnes qui entrent dans le refuge. Du moment où on place leur sac finalement dans le sac, puis qu'on va mettre le numéro, tu le sens, là, tu vois leur visage, là, c'est comme enfin, je vais pouvoir finalement avoir ce répit-là. Rendu là, ton sac va être numéroté parce que c'est des sacs de plastique transparents. Ouais. Elle affirme que c'est la façon que les gens sont accueillis qui fait toute la différence. On n'est pas ici pour leur dire, ben là, il va falloir que tu t'aides, là. C'est vraiment de les accueillir dans l'état qu'ils vont arriver. Dormir là ce soir. Ouais. Le Michouap est ouvert à tous, qu'ils soient autochtones ou allochtones, qu'ils aient consommé ou non. À tous les demi-heures, il y a 2 personnes qui font une La tournée. Ouais. Tournée. La sécurité est une priorité dans un refuge mixte. Et Ambroise, une ancienne policière, la prend très au sérieux. Oui, ils viennent juste de dormir, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Robert Baudry, responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal, a eu l'occasion de visiter le refuge. Ça devient un acteur de sa communauté qui vient s'enraciner parce que ça se passe bien, on veut que ça continue à se passer bien. Donc, il faut vraiment s'assurer que les ressources médicales, les ressources financières soient au rendez-vous pour assurer la pérennité de ce service-là. Il souligne néanmoins l'importance de soutenir les services communautaires qui est une priorité pour la Ville de Montréal. Donc, on s'attend à ce que les autres ordres de gouvernement fassent la même chose que nous, augmentent considérablement leur engagement parce qu'il y a une crise actuellement, puis il faut la régler. Pour Alexandra Ambroise, une pause de 2 semaines dans ses études de droit s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Quand que je débute quelque chose, j'essaie de la terminer. Elle a ouvert ce refuge pour prévenir des tragédies, comme celle de Raphaël Napa-André, de se reproduire. C'est sûr que ça leur a aidé, puis d'être dans un endroit en toute sécurité. C'est sûr que tu sais, la pandémie a fait en sorte que tu sais, il y a eu finalement le couvre-feu là, qui a été mis en place là, assez rapidement aussi. Là. Mais je pense que ça lui aura peut-être sauvé la vie. Tu sais. Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelles@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelles_aptn en un mot et sur X @nouvelles_aptn. Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec, ou BEI, examine la conduite des agents de la police du Nunavik après la diffusion sur les médias sociaux d'une vidéo troublante montrant une arrestation musclée dans la communauté de Salouit.
Nous tenons à avertir les téléspectateurs que cette vidéo contient des images qui peuvent choquer. Le 18 juillet, la police du Nunavik à Saluit a reçu un appel signalant qu'une femme potentiellement intoxiquée conduisait de manière erratique. Selon des témoins, la police a forcé la voiture de la femme à quitter la route où elle a frappé le réservoir d'essence d'une maison. Le résident a filmé ce qui semble être la police la traînant par la fenêtre jusqu'au sol. Des passants ont crié que la femme était en crise convulsive et la vidéo la montre en train de convulser alors qu'elle est menottée. De nombreux résidents de Saluit ont critiqué le comportement de la police. La semaine passée, le BEI a ouvert une enquête sur cette altercation. Elle demande aux témoins de se présenter. Lundi dernier, dans l'après-midi, la communauté de Sanikiluaq, située au sud du Nunavut, sur une île de la baie d'Hudson, a été évacuée à la suite du déversement de 5000 litres d'essence. Sanikiluaq compte environ 1000 habitants. Des centaines d'entre eux ont évacué le hameau vers la terre ou l'eau. Le gouvernement du Nunavut n'a pas ordonné d'évacuation, mais les habitants eux-mêmes ont décidé d'agir malgré tout. En se dirigeant vers les auteurs dans des camions à bord des 4 roues et à pied. La communauté voisine du Nunavik, Umijuaq, s'est préparée à héberger les résidents déplacés de Sanikiluaq dans les 6 heures qui ont suivi. Le gouvernement du Nunavut a indiqué que le déversement avait été contenu et ne présentait aucun risque. Cependant, le gouvernement a averti les résidents et leurs animaux de compagnie de rester à l'écart de la zone de stockage de carburant de la communauté. Une organisation politique représentant 34 Premières Nations du sud du Manitoba célèbre ses 25 ans d'existence en partageant leur patrimoine Anishinaabe et Dakota avec le reste de la province au moyen d'une exposition au Musée du Manitoba. Voici Tia Riddle avec cette histoire. So this is one of, I consider the showstoppers. Amanda McLeod de la Nation Saging Anishinaabe est co-conservatrice de cette exposition appelée Mendu Menigijuin, une don du créateur. L'exposition se déroule pendant un an au Musée du Manitoba à Winnipeg. And we also wanted to really broaden what people think about in terms of First Nations art. So it's not just paintings or a specific type of paintings. Beadwork is art, clothing is art, storytelling is art. L'exposition est le fruit d'une collaboration entre le musée et l'Organisation des chefs du Sud, ou l'OCS. Les œuvres d'art réunissent des éléments du passé, du présent et de l'avenir. L'exposition présente au moins une œuvre de chacune des 34 nations Anishinaabe et Dakota que l'OCS représente. Le grand chef Jerry Daniels affirme que l'exposition démontre la résilience de ces nations au fil des ans. This was a unique opportunity for us not only to mark the 25th anniversary of SCO. It's definitely a reflection of the artistic work of our nation's citizens over the last 100 so years. Il y a également des objets historiques tirés de vieilles expositions que le Musée de Manitoba avait auparavant. L'archéologue Amelia Fay est une autre conservatrice qui travaille ici à temps plein. Elle affirme que cette exposition est un exemple d'établissement de relations et de réciprocité. And so working with communities and nations to kind of tell the stories together, talk about exhibits together, build exhibits together instead of it being kind of a one-sided voice from the museum. Le musée hébergera l'exposition pour la prochaine année. It is from the early 1900s, I believe. Selon McLeod, cela donne plus de temps aux visiteurs de partout sur l'île de la Tortue pour voir et apprendre au sujet de la culture Anishinaabe et Dakota. Un reportage de T.R. Wheatley, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Après cette courte pause, comment un seul pilote autochtone a inspiré un programme visant à en former beaucoup d'autres? Soyez là. Bienvenue. Le Yellowhead Tribal College à Edmonton contribue à la lutte contre les changements climatiques causés par les feux de forêt. Il offre un cours d'1 an sur la surveillance environnementale et un certificat de technicien de drone faisant appel aux plus récentes technologies pour éteindre les feux de forêt avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Chris Stewart a visité le collège. Le printemps dernier, le gouvernement de l'Alberta a annoncé le début le plus hâtif de la saison des feux de forêt dans l'histoire de la province. Et le Yellowhead Tribal College est intervenu pour aider. Le collège a offert son certificat en surveillance environnementale et de technicien de drone pour la première fois au cours de la dernière année.
Nos cours aident les étudiants à se préparer à une carrière en sciences de l'environnement tout en leur enseignant à utiliser des drones pour détecter rapidement les foyers d'incendie afin que les pompiers puissent agir rapidement. Le Conseil des ressources indiennes représente 130 Premières Nations qui cherchent à jouer un rôle important dans l'industrie pétrolière et gazière. Celle-ci cherche à atténuer les dommages causés par les changements climatiques attribuables aux émissions de pétrole et de gaz. Le Conseil s'est associé au gouvernement de l'Alberta et au Yellowhead Tribal College pour offrir le programme. Winona Lafrenière est directrice du Conseil. Elle affirme que le programme est conçu pour aider les jeunes autochtones à trouver un emploi et à protéger l'environnement. They're in a perfect position to sustain their communities through this training because now we're adopting advanced technologies like the drone to do some of that work, phase 1 and 2 environmental assessments, surveying, aerial mapping, photography. So there's a lot of, the drone sector is $47 billion strong right now. Jocelyne Véraud dirige le département des sciences et de la technologie du collège. Elle souligne que l'établissement élabore du matériel de cours en consultation avec les aînés et que le cours est gratuit pour les étudiants autochtones. Elle affirme qu'en raison de changements climatiques, la détection précoce des foyers d'incendie est essentielle. If you could stop a fire, regenerate an area, create, because fire is a natural pattern of disaster. It's something that naturally happens. But with the changes in the climate, it's been accelerated. Darcy Hunt est formateur. Il affirme que bien que le programme n'est pas facile, obtenir la certification comporte de nombreux avantages. Le plus important, les diplômes peuvent contribuer à protéger leurs terres traditionnelles contre les incendies. We wanted to become involved in detecting these hotspots. And in order to do that, you need to get certifications such as grid testing certification, SFOCs, so that's Special Flight Operators certificates, and a few more other requirements. So we're in line to join this fight against the wildfires. Comme les équipes de lutte contre les feux de forêt n'ont pas de répit, la formation se poursuit tout au long de l'été. Un reportage de Chris Stewart, Nouvelle nationale d'Opétienne, Edmonton. Attic Mason, de la Première Nation de St. Theresa Point, a laissé derrière lui la vie de musicien de rock and roll pour devenir pilote dans le Nord. Il ne savait pas qu'en le faisant, il créerait une nouvelle façon pour les autres Autochtones de le suivre dans le ciel. Un reportage de Sav Johnsa. Attic Mason se sent chez lui parmi les avions du Royal Aviation Museum of Western Canada à Winnipeg. Aujourd'hui, il est un pilote, mais le chemin vers sa carrière de rêve n'a pas toujours été clair. When I was a kid, that's when aviation kind of really got the bug with me. And that was when I was flying to and from my reserve in northern Manitoba, in St. Theresa Point, Manitoba. La Première Nation de St. Theresa Point n'est accessible que par avion ou par des routes glacées dans le nord du Manitoba. Selon Attic Mason, c'est lors d'un vol à bord du poste de pilotage d'un avion étant enfant qu'il a développé sa passion pour l'aviation. Mais la musique et l'art ont vite pris le dessus. Il est devenu un musicien lauréat d'un prix Juno avec son groupe Burnt Project One. Malgré son succès, il affirme que la vie de rock and roll n'était pas saine, surtout pour l'enfant d'un survivant des pensionnats. The music was great, we were having success and everything, but there came a point in my life where I really had to decide to do things better and to be more healthy. And that's when aviation started to come back into my life. Il a commencé sa formation en vol en 2016 et a obtenu une bourse de 40 000 de Perimeter Aviation 2 ans plus tard. Cette compagnie aérienne dessert les communautés éloignées du nord du Manitoba et de l'Ontario. It was the scholarship that finally kicked it forward for me, where I had the resources where I could really commit to training full time, and that changed everything. Mason est rapidement devenu premier pilote autochtone de Perimeter Aviation originaire d'une Première Nation desservie par la compagnie aérienne. The idea was to put this training together to knock down those walls so that somebody could succeed, do what I have done, or better than me, I hope, someday, and give back to the communities. Bénéficiant de l'appui de Manitoba, Kiiwetinoong, Okemakanak. Le programme offre une formation en vol entièrement financée aux membres des Premières Nations, aux Métis et aux Inuits qui rêvent de devenir des pilotes professionnels. L'objectif est d'offrir plus de projets pilotes dans les collectivités du Nord qu'elles desservent. A lot of these people that are coming into this program are maybe potentially one or two of the only people from their community that's ever tried to do this in the history of their community. La formation du programme a lieu à Thompson, au Manitoba, et à Rankin Inlet, au Nunavut, dans un effort pour garder les élèves près de leur communauté d'origine. Le logement et la nourriture sont fournis pendant une période de formation. Les diplômés du programme Attic Mason ont l'assurance de recevoir une offre d'emploi à la fin de leur formation.
But in the type of flying that you do at Perimeter or any of these Northern Airlines, it's like freaking the Maverick of flying, man. Like, you know, you're dealing with bad weather, small airports, you know, not the greatest conditions. The weather is different every day. Every situation you do, every approach is going to be different. So, you know, there's no mundaneness. You're not sitting in a cubicle staring at a screen all day. You know, Attic Mason est un mentor et instructeur pour le programme et il affirme que l'aviation fera toujours partie du Nord. Un reportage de Sav Jonesa, Nouvelle nationale, d'APTN, Winnipeg. Au retour de cette courte pause, Joanne Lacasse discute du nouveau projet de logement social à Anwatan-Miigwam alors que les travaux débutent à Val-d'Or. Soyez là. Re-bienvenue. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or a joué un rôle central en planifiant la réponse aux besoins de la population grandissante des gens en situation d'itinérance de cette ville, dont beaucoup sont autochtones. Le mois dernier, les constructeurs ont finalement donné le premier coup de pioche du projet de logement Anwatan-Miigwam qui comprend 23 chambres pour les personnes vivant dans la rue ou en risque de le devenir. J'ai parlé de ce projet tant entendu avec Joanne Lacasse, conseillère à la direction générale au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et chargée du projet. Kwekwe, bonjour, bienvenue Nouvelle nationale d'APTN. Pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le projet Anwatan-Miigwam? Oui, effectivement, Watia Kwe. Oui, effectivement, le projet Anwatan-Miigwam consiste à construire 23 unités de logements sociaux de transition pour des personnes vulnérables en situation là, de rupture sociale pour les membres de la communauté situés à Val-d'Or. Alors, les résidents du projet, c'est-à-dire des 23 unités, pourront jouir d'une stabilité résidentielle, si on veut, tout en ayant accès à plusieurs services de soutien du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or en vue de progresser vers leur mieux-être et vers une transition vers une autonomie des 23 personnes. Et pourquoi avoir choisi les mots Anwatan-Miigwam? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ce que ça veut dire en Anishinaabe, c'est Maison des eaux calmes. Alors, on voulait jumeler ça avec notre intention, l'objectif de donner un milieu de vie sécuritaire et une sécurité culturellement appropriée. Alors, ce qu'on souhaite vraiment, c'est de pouvoir offrir un lieu ou un environnement sécuritaire et, si on veut, permettre aux personnes de s'épanouir et aussi... alors, le nom a été choisi en fonction d'une maison qui va représenter des eaux calmes pour 23 personnes qui sont actuellement en situation là, de rupture sociale. C'est un endroit auquel les gens vont pouvoir avoir un environnement sécuritaire aussi et se permettre d'avoir accès à des résidences et aussi non seulement des résidences, mais aussi des services en intervention psychosociale et aussi d'autres types de soutien qui sont déjà existants au Centre d'amitié, notamment avec la présence, je donne comme exemple, notre clinique en santé autochtone. Alors, vont quand même avoir accès à toute une gamme de services qu'on offre actuellement par l'entremise de nos services existants au Centre d'amitié autochtone. Donc, c'est un projet qui va être disponible vraiment pour la population autochtone à Val-d'Or. Donc, comment est-ce que ça va répondre aux besoins particuliers des personnes autochtones qui sont dans une situation d'itinérance à Val-d'Or? Ce que je dois dire, c'est que depuis le Centre d'amitié, notre mission part à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Autochtones par l'ensemble de nos services, faire en sorte que non seulement qu'on a des services en employabilité, en famille, sur le plan social, l'accès à la justice, le soutien et l'accompagnement par des démarches de mieux-être. Alors tout ça fait en sorte qui fait en sorte qu'on voulait quand même se doter de solutions
concrètes pour les gens les plus vulnérables. Pour nous, les enjeux en itinérance à Val-d'Or, on les connaît. Et depuis une quinzaine d'années à Val-d'Or, les enjeux de société touchent un bon nombre d'Autochtones, mais aussi des Allochtones. Et je peux vous dire qu'il y a quand même une augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance. Juste comme exemple, si on regarde l'ensemble des statistiques, on a augmenté d'environ 30 cette année du nombre de personnes qu'on accueille à notre centre de répit chez Willy. Le phénomène d'itinérance, surtout en ce qui concerne les personnes autochtones, n'est pas un problème d'itinérance autochtone, mais bien un problème de société, ce qui veut dire qu'on doit contribuer à trouver des solutions avec une approche partenariale. Ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble des partenaires doivent travailler ensemble pour contrer l'enjeu et les réalités de l'itinérance. Le projet Nwatan-Miigwech, oui, c'est un projet d'infrastructure, mais un projet d'infrastructure ne règle pas l'ensemble des défis qu'on a, les enjeux d'itinérance. On a quand même des réalités ici à Val-d'Or auxquelles on doit travailler sur des défis de cohabitation, surtout avec les commerçants au centre-ville. On a des questions aussi non seulement de mieux-être de nos personnes, mais aussi de réconciliation entre les peuples et aussi de contrer tous les défis qu'on a également en justice sociale. Alors, ça ne s'arrête pas nécessairement un projet ou un défi d'infrastructure, mais bien de contrer et de travailler vers une réconciliation véritable et aussi d'amener les partenaires à contribuer à ce phénomène et des défis d'itinérance. Est-ce que vous pouvez peut-être vous avancer sur quand est-ce que les gens vont pouvoir profiter de ce service-là? Oui, oui, effectivement, le projet, puisqu'on on prévoit une durée d'environ 16 mois. Alors, ce qu'on souhaite, c'est d'accueillir les premiers résidents fin 2025. Alors, c'est un peu plus d'un an, mais effectivement, notre intention, selon l'échéancier du projet de construction, c'est qu'on doit terminer en automne 2025. Alors, il reste encore tous les outils à développer, c'est-à-dire la mise en place des services sur place. On a l'ensemble des outils à développer, les grilles de sélection pour les résidents, parce que 23, c'est très peu parmi l'ensemble des besoins qu'on a à Val-d'Or. Alors, il reste du travail à faire, mais notre intention est d'accueillir les premiers résidents à la fin 2025. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci, Mme Joanne Lacasse, conseillère à la direction au Centre Amitié autochtone de Val-d'Or. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Miigwech. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin des nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillet-Chizo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Miigwech.